la lampe de Voltaire dans un rayon de plus d'une dizaine de kilomètres. Il ne s'y trouva pas. Un jour, en voulant dévier la Saïenne à sa demeure, Simoun affichait des velléités de l'existence. Or, chose inacceptable pour un représentant du protectorat, il avait une grâce, bourgage perdu près de Bougette. Bourgade perdue de Gênes, coin perdu, pas pour tout le monde. Le jeune El Abidi, frère de Si Mahmoud, y atterrit un après-midi d'une chaleur torride, après une escapade d'un bateau français qui avait accosté à Casablanca en tenue de marin, d'Osmer. Une fois installé dans l'exiguïté des lieux, il fit apprendre à Mohammed les premières lettres de l'alphabet. Ils n'y restèrent que peu de temps, ils prirent faim et enfants. Mohammed et Malika, qui venaient de naître à El Grar avec El Baraka de Boualid Sharqi, vers Casablanca en 1950 pour y fonder de grandes tribus. Et la Serviette de Tagounit, quant à elle, garda le nom de Serviette Mahmoud. Grâce était la matinée. Les fenêtres de la grande salle découpées d'énormes tranches de soleil et de ciel par-delà des grilles surannées. Brise silencieuse, relents d'algues et de bateaux. La tour de contrôle surveillait éternellement l'escalier des pans de murailles dressés sur la colline dans l'étau du Cébou et de l'océan. La lumière du réchaud était éteinte sous le toc de café. L'arôme modulait lentement le réveil. Et brouhaha inhabituel, parlement de la cour. Rire, exclamation, fébrile, fort, renfort de voix. C'est un perroquet, oui, c'est un perroquet, je vous dis. C'était dimanche. Et un beau petit oiseau vert atterrit miraculeusement en plein milieu de la cour, que seuls survolaient des pigeons, des hirondelles et très haut des escouades de mouettes sombres. Un petit oiseau vert, bonbon majestueusement son torse perlé de taches noires en collier. Le bec ressemblait bien à celui d'un perroquet, mais un perroquet parle et de grande taille. Son roucoulement était grave, strié d'harmoniques de canaries. Sachant juste différencier entre l'hirondelle et le moineau, certains se gardaient d'intervenir dans le débat. Et puis, qu'importe que le bel oiseau soit perroquet ou mésange, verdier ou gros bec, puisqu'il est là, devant nous, avec nous dans le quartier dit travaux forcés de la prison centrale, et qu'on peut lui donner le nom qu'on veut. Le dictionnaire Larousse, illustré, trancha tout de même la question. C'est une perruche mâle, semble-t-il. Au parloir, on commanda des grains pour l'invité, qui ne tarda pas à avoir, lui aussi, comme par inertie du milieu, sa cage et ses heures de promenade. Mais le beau petit oiseau vert se sentait trop à l'étroit, lui qui sillonnait allègrement les grands espaces, naviguait dans la bise sereine des collines et des montagnes, s'en allait à tire-tête vers l'horizon lointain. Il se sentait trop à l'étroit. Il chantait un peu de temps en temps, il est vrai, sautait aux quatre coins de la cage, mais se taisait souvent, soliloquait, puis chantait de nouveau, à l'approche de la salade verte et des feuilles d'orange. Ah, et s'il lui en cherchait une compagne? Il devait être atrocement seul. Elle pénétra soudain dans la cage, où le petit oiseau s'immobilisa dans un coin, sur le qui-vive, yeux hagards, appréhension vague de cataclysme. Il mobilisait tout son être face au viol du territoire. Il n'y était pour rien, la pauvre perruche tout éblouie, ramassée au coin opposé de la cage. S'il ne tenait qu'à elle, elle aurait somnolé paisiblement dans sa propre cage. Ses yeux balayaient furtivement les lieux. En face, un bel oiseau au collier d'émeraude demeurait immobile dans une stupeur silencieuse.
Rire étouffé, paroles agitées autour de l'excitation nerveuse de la rencontre. Les prisonniers attendaient depuis plusieurs semaines l'arrivée de la perruche femelle du bonheur. Au parloir, on n'avait même pas le temps d'expliquer que pour les œufs, il faudrait un peu de terre. Entre-temps, la cage de la belle perruche fut subtilisée pour se trouver en possession et you de joie dans la cour. Maintenant, elle est là, au milieu de la salle, regard suspendu au temps mort haletant. Le bel oiseau scrutait longuement la gracieuse perruche. Elle le regardait avec crainte. Désormais, il ne sera plus seul. Il secoua son cou, perlé de taches étincelantes, étala légèrement son plumage d'émeraude, puis se mit à sautiller fébrilement sur place. L'air frémissait dans la cage, elle s'agitait nerveusement. Soudain, comme un éclair, il se jeta sur elle et la poussa au coin abrité de la cage. Il se bécotait le cou, la tête, les ailes, il se bécotait partout, il se bécotait maladroitement et sans cesse, longtemps dans un râle ininterrompu et immense. Désormais, il ne restera plus seul et il pourra changer et chanter tout son style. Elle pourra lui gratter le dos, lui qui s'évertuait à le faire sans succès quand il voulait secouer la poussière de son plumage. Désormais, ils seront deux derrière les petits barreaux de la cage commune. Les tranches de soleil et de ciel inondaient encore la grande salle. Et on partit chercher des grains de riz pour les oiseaux qui se balançaient gaiement dans un gazouillis voluptueux. Fugue à sens unique. Elle parlait dans l'obscurité froide, élevait de temps en temps la voix au-dessus du bourdonnement régulier des mots échangés avec empressement, sous le regard évasif du gardien et la lumière blafarde des vitres grillagées de l'hôpital. Elle allait bien. Le travail n'était pas trop embêtant. Les jours se ressemblaient plus ou moins. Elle était souvent peu loquace. Elle parlait de la cherté de la vie, des sans-emploi, de la grève des ouvriers. Il y était sensible à ces nouvelles gens avec qui il avait partagé l'endurance, le courage, la labeur solidaire de ceux qui se lèvent tôt. Il portait en lui l'acharnement vivace du refus de l'humiliation et de l'injustice. Lui, dont la rage de résistance s'enracinait dans l'énorme blessure d'un certain mars 65, répression féroce et sanguinaire d'une adolescence en révolution. Généreux, discret, d'une endurance énorme, c'était lui qui maîtrisait les labyrinthes du background casablancais, refuge innombrable militant en détresse dans les impitoyables chasses à l'homme des 10 années plus tard. Servir le peuple était pour lui une adhésion profonde, sincère dans sa souffrance, sa vie concrète, ses errances et ses vérités, au-delà des dogmes et des mots savamment sculptés dans le moule des intérêts et des palabres de consommation. Ils sont assis, l'un à côté de l'autre. Elle pouvait toucher ses doigts, ses mains, son visage brun, traversé par de belles moustaches noires, qui soulillaient les sourires furtifs échangés avec parcimonie. Elle murmura qui lui manquait. Il sourit, puis serra longuement ses mains.
Tu vas bien? Oui. Ils se regardèrent silencieusement. Des yeux noirs, grands et noirs, salve de l'aube printanière dans la pénombre amère, des yeux où miroitaient d'énormes flammes d'espérance. Il parlait de la nostalgie, de l'absence, des hommes et des femmes bravant les gouffres béants des limbes, des élans irrésistibles de la vie. Il lui expliqua comment on regardait à travers la profonde nuit, desserrer l'étreinte glaciale, comment on arpentait les lieux et les temps dans la houle infernale. Elle écoutait, puis... Elle lui racontait comment Lala Jamila a assailli un jour la forteresse des hautes sphères, éternellement en rayon, se cramponna net devant la double porte capitonnée qui céda au poids de l'injustice et de l'arbitraire. Mais que voulez-vous, madame? Mon fils, monsieur. Les mères et les épouses au bonheur détruit à la fleur de l'âge résistaient avec un courage sans borne à l'ampleur du drame et des secousses banalisées presque au quotidien dans l'attente interminable. Assia en faisait partie. À l'hôpital, elle savourait ces instants de bonheur acquis avec bravoure. Mais le temps de la visite se décomptait, un temps qui s'envolera peut-être à jamais. Elle lui dit au revoir. Il en fit de même, en tenant dans sa main avec insistance et Le soir, la pluie tapait sur les vitres embuées, doublées de grilles. Au loin, la Médina s'assoupissait sous le bondissement de l'océan. Il pleuvait beaucoup et les vautours virevoltaient sous les gros nuages lourds. La terrasse qui manquait d'étoiles était nue et les cœurs palpitaient. La nuit se tut soudain et la main glissa irrévocablement dès les premiers nœuds des lanières qui enjambaient la muraille sordide vers les champs de l'espoir. Il s'enfuit, sans un seul cri. Ils étaient 3. Et il s'appelait Rahal. Des jours contre le métal, contre le béton, contre l'ombre grise de la rocaille, des jours contre le gémissement maussade des ponts, la solitude nue, le crissement arachnéen de la ferraille, des jours contre la pesanteur des phases, l'anabase inexorable des temps, des jours contre l'amour sur un phare, des digues perfides, les affres de la parole bafouée, l'hydre rapace des bas-fonds du proscrit, des jours inscrits dans la fêlure de la cicatrice, indélébiles pour ceux qu'on bâillonne et qu'on assassine, pour ceux qu'on emprisonne et qu'on affame, des jours pour les sans droit ni toi, pour les cœurs sans armes, des jours pour la romance plurielle, le rêve incessant, l'innocence éternelle, les oreilles magnifiques, de la terre aux yeux d'orange et d'olive, des jours, des mois, des années, pour toi, liberté. Les rayons de soleil pénétraient allègrement dans la cellule 18613. Mohammed était déjà réveillé et les attendait depuis l'aube dans cette belle journée de printemps. Une joie juvénile, mêlée d'une crainte indescriptible, traversa tout son corps endurci par plus de 1001 nuits dans la citadelle de l'oubli.
Le parcours était long et sinueux dans un vécu riche et humainement profond. Il a appris à regarder l'immensité du ciel serein, Le gai désœuvrement de l'hirondelle. la valse harmonieuse du panier au-delà des murailles. Il a appris à écouter le chant du vaste silence, dans la torpeur nocturne de la ville. Il a appris la profondeur du soupir, de la présence, de l'absence, l'élan pur de l'allégresse. Il a appris l'attente fébrile, la joie franche de la rencontre, le souvenir frémissant de l'au revoir, la candeur angélique de l'enfance, la dignité majestueuse de la vieillesse. Il a appris la chaleur de l'amitié, le froid de la rancune, le geste furtif du soutien dans l'enceinte de l'interdit, la force du clin d'œil complice dans le désert de la faim. Il a appris la plainte silencieuse, la puissance du cri, le regard impavide du défi. Il a appris à chanter l'exubérance impétueuse, les blessures des plaines fertiles. L'hymne pluriel des séquestrés de la cité de l'oubli. Mohamed va quitter ce territoire aujourd'hui. Et la centaine de compatriotes le saluaient avec chaleur durant sa dernière promenade autour de l'Al-Shafia, prêt pour l'appel magique de la classe. La grâce. À la porte de la citadelle, les gens qui lui sont chers l'attendaient avec impatience. Le rêve pluriel de liberté, de démocratie, portait l'élan de la jeunesse à son ultime épreuve de courage, de sacrifice, de générosité. Mais la gravitation universelle de l'histoire humaine résista farouchement au changement radical. Faut-il réinventer le siècle des Lumières? Faut-il relire l'histoire de ce pays profond, pluriel, traversé durant des décennies par des épopées farouches et victorieuses, puis des longues traversées du désert? Et ce qui est certain, c'est que cette histoire humaine, tout au moins celle qui a été écrite, est une quête perpétuelle de ces valeurs universelles. La lumière aujourd'hui, comme hier, c'est ceux qui la portent au Dieu. Mais les porteurs se substituent et rien n'altère la lumière. Dixit Aragon. Quelque temps plus tard, Casablanca apparut dans son contraste ahurissant que les murets, le long de l'autoroute,
caché à terre. À la rue 108, à Inchok, qui garde toujours son numéro par respect à la géométrie régulière de son architecture et le manque d'inspiration pour des noms plus prestigieux, beaucoup de gens étaient devant la maison numéro 27. Hajj Sadiq, son oncle, était majestueusement devant le numéro 27. Djellaba blanche de cérémonie, visage basané sous des lunettes noires anti-larmes. C'est un vieux de Darbila, arrivé du sud dans les années 40, qui se nommait Am Am Tifus, Am Shrad, année du bon du typhus des sauterelles, affichant bien le caractère campagnard de cette ville et l'exode rural qui fut souvent dramatique. Il était donc majestueusement debout au seuil de la maison d'accueil. Mais à quoi pensait-il? Il a trimé durant des décennies dans le métal, comme tôlier, de Vautrin à de l'âtre le Vivier, pour prendre sa retraite à Berlier. Vraiment le prolétaire dont on rêvait pour meubler nos réunions d'étudiants bolcheviques. Syndicaliste depuis les premières luttes qui ont inscrit la CNSS dans le registre des acquis fondamentaux des laborieux, il adhéra logiquement au réseau qui priait, le Coran à la main, pour libérer le pays. Le photographe de Paris Match, durant la manifestation des prémices de l'indépendance, portée par l'arrivée du général Grandval, le cibla en grand format à la première page à l'inauguration de l'orphelinat d'Aïchok. Hajj Sadiq était le propriétaire qui a fait connaître à Mohamed, le chanteur de l'Orient Abdouhab, surtout après ses divorces. Il l'emmenait aussi au plateau de Halqa, place pour conteurs, danseurs, acrobates, de Qrea, pas loin de Srarna pour voir les matchs de boxe amateur, 50 centimes pour se faire tabasser le nez. On stationnait longuement devant le luthiste Marrakchi avec Tarbouche Rouge qui chantait perpétuellement Farid al-Atrash. Le soir, l'Arabie proposa à Mohamed de faire un tour vers la corniche, vue sur mer de l'autre côté de la ligne de chemin de fer qui sépare Casa, mosquée de Casabar.
On a 5 minutes, il y a des petites interventions. Un petit mot de Jawad. Je rappelle que SIA est avec nous, je la salue chaleureusement. Je crois qu'il n'y a pas meilleure lecture. J'ai jamais été entendu cette histoire. C'est une lecture qui sort de Sentier battu. Et il écrit le livre de Mohamed Khotri, mais sort aussi des Sentiers battus. Dans la mesure, il raconte une histoire très très grande, très riche, d'une manière très. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de littérature. Il y a des mémoires qui sont écrites aux années 80, sinon avant. Et Mohamed Khotri, il a réussi ce livre-là, et cette lecture est très réussie. Ouais, très, franchement, elle est très réussie. Bravo, Katrachi, bravo. C'est une tranche de notre vie. Et je crois que vous avez maintenant une tournée à travers beaucoup de pays du Maroc avec Rachid Skat pour faire connaître ce livre. J'attire l'attention que Assia est là, qui était l'épouse de Hal, pour laquelle il y avait la nouvelle qui n'est plus. Et aussi, je tiens à saluer un certain nombre de camarades depuis des décennies qu'on se voit, qu'on se revoit, et on ne se lasse pas. C'est une force. La prison donne des forces extraordinaires. Parmi ces forces, il y a celle-là. Je tiens particulièrement à remercier un combattant qui nous a soutenus toutes ces décennies, sans relâche, et Abdelrahim. Voilà. Je salue tous les gens qui nous ont accompagnés pendant et après. Je salue particulièrement Dr Jbeha, qui a soigné mon père pendant toute la période. Je salue donc tout le monde et je souhaite que ce petit rêve partagé ensemble, qui était carcéral, il est devenu blanc, il est plus loin, que d'autres de mes camarades écrivent encore. Et qu'il faut écrire, c'est une mémoire, parce que la liberté étant éternelle, la mémoire aussi doit être éternelle. Et c'est nous qui la portons, et nous devons toujours porter ce drapeau de la liberté et de la démocratie. Tant que cette voie dans la vie est là, nous serons là, et j'invite les camarades et les compagnons de ce parcours à écrire. Les années 70 n'ont pas été très décrites. J'ai décrit un petit peu une partie de la résistance à travers mon oncle dans les nouvelles. Les années 70 n'ont pas été suffisamment décrites. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses. On s'est arrêté le coup d'État, 72, on ne pas mars, mais aussi après. Il y a un vide, une traversée du désert jusqu'à peut-être les années 80. Donc je remercie tout le monde. Alors, une petite question. Vous avez attendu si longtemps pour faire sortir cette marche? Alors, Driss, Youssef, Bel'aïd, et Rboul, ils sont là. Ils ont une maison d'édition, ils ont eu le courage de miser sur un cheval qui n'a rapporte pas beaucoup d'argent. Un ouvrage carré, ça ne se voit pas. Ça ne se lit pas beaucoup. Vous savez, ça qui. 1000 personnes, 2000. Et ça, je tiens à saluer cette équipe qui a été. Voilà, une raison. La deuxième, c'est qu'il y a des bulles qui apparaissent des années plus tard, comme maintenant, et qui nous occupent en avant pour la vie. Certaines bulles fortes sortent. On a besoin de s'exprimer. Il y avait aussi ce besoin. La troisième, je pensais, dans la littérature carcérale qui a été faite, il y avait un style de littérature qui a été faite qui était essentiellement basé sur l'autobiographie. J'ai préféré, comme dit Jamal Bousta, qui a préparé mon cas, laisser mon ego au placard. Il m'a dit que j'ai laissé mon ego au placard. Et c'était extrait. C'est pour cela que des personnages comme Philippe, comme Bambal, comme Misha, qui est là, à ces personnages, à travers eux, je me projetais. Et c'est des gens que personne
on a parlé. Nous avons des égos énormes un peu partout dans le monde. Et de temps en temps, si on s'arrête sur des gens simples, à travers eux, la notion de liberté, de démocratie, de résistance, de haine, d'amour, a une valeur très forte. Chose qui n'est pas dans la vie. Et je salue l'effort de l'installation carcérale de oui, c'est mon ami, et je crois que la force, il a écrit, il a vécu, il a édité au bout de 3 années après les méandres énormes, et je lui ai téléphoné, je me rappelle, j'étais à Marrakech, il a lu le bouquin, et en 48 heures, il a décidé de mettre en branle toute l'équipe de Calumet. Je le remercie. Bonsoir tout le monde. Bon, moi j'ai envie de dire deux trois petites choses. La première, c'est le plaisir de retrouver tant de gens que je porte dans mon cœur. Et surtout les gens qui avons vécu les affres, mais aussi les joies de la prison. Pour le livre, moi évidemment, en tant qu'auditeur, je pense qu'il faut que beaucoup de livres ont été écrits sur l'époque donc dite de plomb. Bon, c'est pour ne pas dire dictature, plomb, je ne sais pas moi, à quoi ça fait allusion exactement. Quelque chose de lourd, mais c'est pas politique. Bon, bref. Ces années-là, on a beaucoup écrit, mais pas assez encore. Parce que chaque livre, j'en ai lu beaucoup. Et chaque livre, lui, il en a écrit 2, et ils sont différents. Même lui, même l'écrivain, il a sorti 2 bouquins différents, et chaque livre est différent de l'autre. Il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Et si on veut connaître cette histoire du point de vue de ceux qui l'ont vécu, il faut les lire. Il faut les lire. Il n'y a personne qui possède une vérité. Nous avons tous vécu plus ou moins la même expérience, mais nous l'avons vécu chacun à sa manière et nous l'avons raconté chacun à notre manière. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, quand j'ai reçu le livre, je l'ai aimé. Je l'ai aimé parce que il est simple, mais il est extrêmement profond. Et il a beaucoup de littérature. Il y a beaucoup de littérature, justement, là-dedans. Il y a des sentiments très forts qui traversent ce livre-là. Il y a des sentiments d'un homme qui a su, en étant lui-même en prison, c'est-à-dire parce que ce livre, l'un des intérêts de ce livre, c'est qu'il a été écrit en prison. C'est daté. Hein? Il a été écrit, enfin, sauf un paragraphe, il a été écrit en prison. Et donc, il a su sortir de lui-même, n'est-ce pas, oublier son ego et parler de gens qui étaient à côté de nous et que nous ne savions pas toujours, ou bien nous ne savions pas voir, ou bien nous ne savions pas expliquer ce que nous ressentions vis-à-vis d'eux. Et lui, il l'a fait, à mon avis, d'une façon extrêmement forte et sensible. Voilà. Puis, un cheval, cheval qui ne rapporte pas gros. Non. Moi, l'essentiel à ce niveau-là, pour nous tous, l'équipe qui sommes dans la maison d'édition Calumet, c'est tout simplement quand nous pensons qu'un livre a un intérêt, nous publions, si nous pouvons évidemment, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile par les temps qui courent. Et puis voilà, merci à tout le monde. Moi, moi quand j'ai lu le livre, je l'ai aimé. Mais quand je l'ai écouté, dit par vous, je l'ai encore davantage aimé. Merci. Voilà, si quelqu'un veut intervenir.